Bonjour, bonjour. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous l'avez compris et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, puisque je l'ai posté sur les réseaux sociaux et tout ça, si vous me suivez, vous le savez, je suis papa depuis à peu près un mois, un peu plus d'un mois d'ailleurs. Et c'est vraiment une expérience de folie. Et on est là pour parler de cette expérience, non seulement d'être papa, mais ça c'est plus vers la fin de la vidéo. Hein, c'est vers la fin de la vidéo là, parce que cette vidéo-là, cette vidéo-là, bon déjà c'était pour vous le montrer, c'est bon, vous l'avez vu, hein, vous le verrez plus souvent dans les vidéos, ça je vous le dis tout de suite. Mais voilà, vous l'avez vu, c'est bon, c'est fait. Mais par contre, moi je vais vous raconter comment ça s'est passé pour sa venue au monde. Pour sa venue au monde, oui, effectivement, parce que c'est une histoire de malade, frère. C'est une histoire de fou. Tu n'as jamais vu ça, c'est une histoire de fou. Parce que je te plante le décor, hein. Bon, c'est une image, je vais pas te planter un décor, frère, hein. Bon, je te plante le décor. On est le 1er janvier. Tout va bien. Nouvel an vient de se passer, tout va bien, paf, 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 tout va bien, une journée normale. Jusqu'au soir, une journée normale, on se repose parce qu'on a fêté le jour d'avant. Toi-même, on se repose, tu vois, tranquille, pépère. Pourquoi je te raconte ça, si c'est une journée comme une autre? Parce que le soir venu, pendant une discussion avec ma femme, elle me dit la plus grosse connerie qu'elle a dû me sortir. Mais alors la plus grosse connerie, hein. Pourtant elle m'en sort beaucoup, mais alors là, C'était... Tu vois, il n'y avait pas plus grosse connerie qu'elle pouvait me dire. Elle me dit, demain, de toute façon, c'est encore une journée de repos. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Elle s'est totalement fourvoyée, elle s'est fourvoyée. C'était totalement faux. Parce que je t'explique, le lendemain, le 2 janvier donc, le 2 janvier, elle se lève un petit peu plus tôt que moi, elle se lève vachement tôt d'ailleurs, tôt dans la matinée, vers 13 h comme ça. Elle se lève et elle voit sur son téléphone, moi à ce moment-là je dors encore, hein. Elle voit sur son téléphone plein d'appels du gynécologue. Elle se dit, bah il y a une connerie, je vais le rappeler. Elle essaie de rappeler ce gentil monsieur. Sauf que ce gentil monsieur, comme il est très très gentil, il a été fermé cet après-midi-là. C'était fermé, c'était ouvert que le matin. Et du coup, donc, elle se dit, bon, bah, c'est pas grave, il a dû me laisser des messages. Si gynéco, il t'appelle 5 fois d'affilée comme ça, c'est qu'il y a il y a un truc de malade qui se passe, un truc qui se trame en secret, ou je ne sais pas, donc il a dû laisser un message pour avertir. Donc, hop, elle check sa messagerie, 4 appels, 5 appels, 6 appels, pas de message, pas de message. Elle se dit, bah merde, alors il m'appelle tellement, machin et tout. Puis elle se souvient, ah ouais, mais j'avais fait un examen d'urine. J'avais fait un examen d'urine, ça doit être ça, certainement, ça doit être dans la boîte aux lettres, le résultat, tu vois, lui il a dû le recevoir en même temps que moi. Donc aujourd'hui, il doit être dans la boîte aux lettres, donc elle descend. Elle prend son examen dans la boîte aux lettres, effectivement, il y a les résultats. Il y a les résultats, tout va bien. Alors elle ouvre, elle regarde, taux de protéinurie, alors je sais absolument pas ce que c'est, de la protéine dans les urines, je ne sais pas quoi, la protéinurie. Enfin bref, 4 fois supérieur au taux normal. Moi, elle rentre dans la chambre, paniquée. Elle me dit, bébé, il y a un problème. Moi, frère, 13 h comme ça, c'est l'heure où je me couche, genre. Donc, tu vois, je suis pas vraiment réveillé. C'est pas l'heure où je suis dégourdi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, tu vois, moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un nez comme ça. Elle me dit, j'ai trop de protéinurie dans les urines. Je referme l'œil, tu vois, en mode, ben, si tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas médecin, moi. Bon, je suis pas qualifié pour ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Moi, au début, mon cerveau n'a même pas capté, tu vois, et tout ça. Puis elle continue à paniquer, et puis elle me dit, ouais, j'ai une amie qui a eu ça. Elle a dû faire une césarienne d'urgence. Alors là, mon pote, j'ai mes deux yeux, ils ont fait, Nani? Je me suis dit, what the fuck, mais c'est un truc de malade. Donc je lui dis, ouais, mais le gynéco, il t'a appelé ou quelque chose? Elle me dit, ouais, ouais, il m'a appelé, il m'a pas laissé de message et tout. Ben, je lui dis, mais il faut faire quoi? Elle me dit, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Parce que ce gentil monsieur, ce gentil gynécologue, il aurait au moins pu dire, ouais, allô, allô, vous avez trop de si, c'est pas très bon pour le bébé, ni pour vous, donc ça serait bien que. Non, il a rien dit, il a rien dit, ce con là. Bon, bref, on va pas accabler ce gentil monsieur qui n'a pas bien fait son travail. C'était pas tellement grave. Je lui dis, bah écoute, t'es déjà inscrit à la maternité où t'es censé accoucher, donc tu les appelles. Et il y a quand même des médecins là-bas, ils doivent savoir de quoi ils parlent, donc tu leur demandes simplement ce qu'il faut faire et tout ça. Et on verra plus à ce moment-là, quoi. Eux, ils sauront quoi faire. Donc elle appelle gentiment. Oui, allô, je suis inscrit chez vous pour accoucher le 18 février normalement. Allô, voilà, comment ça se passe? Parce que j'ai trop de protéinurie, nanani. Ah bon, vous avez combien? Ah ben j'ai 8 à la place de 0,95. Pardon? Mais alors venez aussi vite que possible à la clinique. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'entends ça, je commence à me préparer, tu vois. Et prenez une valise, et prenez ci, et prenez ça. Je me suis dit, ça y est, on part en vacances, ça y est, au calme, tu vois, on part en vacances. On fait des valises. Non, je déconne, j'étais en panique. J'étais en panique. Je prends une valise, voilà. Je prends les affaires du bébé, mais genre, tu vois, j'ai pas cherché à trier 0 mois, naissance, 1 mois. J'ai pris tout. J'ai pris son armoire. J'ai mis l'armoire Ikea dans la valise. J'ai fait pareil avec l'armoire de ma chambre, l'armoire de ma femme. Tout dans la valise. J'avais genre une valise, c'était un immeuble, tu vois. Tu vois le truc. Hop, je prends l'immeuble comme ça. Je l'accroche derrière ma voiture. Non, mais je sais pas si tu vois le lire en fait. Je prends tout ce qui passe sous mes mains. On le charge dans la voiture. Ma femme se prépare gentiment, elle prend une douche et tout. Super mignonne et tout. Elle veut toujours paraître bien et tout. Donc c'est normal, c'est normal. Elle prend son petit temps, elle se lave, nanani, nanana. Et paf, on fuse à l'hôpital. Parce qu'ils nous ont dit quand même prenez le temps de vous préparer et tout. Donc on sait qu'on a un petit peu le temps, tu vois. Donc elle prend son petit temps et paf, on fuse à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, tout ça s'est passé très très vite, hein. Elle s'est levée vers 13h, on était là-bas vers 14h15, on est arrivé à l'hôpital, hein. Ah oui, ça s'est passé super, dans un laps de temps super serré. L'hôpital dont je parle est pas très loin de chez moi, hein. C'est une clinique privée à 15 minutes de chez moi, pour l'anecdote. Bref, on arrive là-bas, ils nous disent ouais, vous voulez une chambre seule, une chambre à deux, nani. Je dis, je m'en bats les couilles, donne-nous une chambre seule, la mutuelle elle paye, tu vois, j'ai 2 mutuelles, frère, vas-y, la mutuelle elle est là, elle balance le cash, on s'en bat les couilles, donne une chambre seule. Vas-y, on va dans la chambre seule, et disent, ouais, on va faire plein d'examens, nanani, nanana, parce que c'est bizarre, on va voir tout ça. Donc ils prennent des échantillons d'urine, ils prennent du sang, ils mettent un monitoring pour voir le cœur du bébé. Alors ça aussi, l'appareil de l'hôpital, faut le tenir à la main, parce que normalement c'est tenu par une ceinture, mais le truc était tellement pourri, fallait qu'elle l'appuie avec sa main sur le ventre comme ça. Non, mais parce que les examens, ils ont duré de 14h à 20h. Mais ça, je vais revenir dessus. Mais pendant de 14h à 20h, elle dû tenir le truc comme ça sur son ventre, appuyé, parce que sa ceinture, là, elle décollait. Enfin, vraiment, le truc, on aurait dû... On était en Roumanie, quoi. On était en Roumanie, tranquille. Bref, ils font tout ça. Ils font l'urine, ils font la prise de sang, elle a son truc, et elle prend aussi la tension. Elle a une tension, genre 16 et quelques de tension, donc c'est quand même assez élevé. Donc ils disent, ah ouais, effectivement, on voit quelque chose qui va pas, on va essayer de voir plus loin. Le médecin va venir vous voir très rapidement. Frère, 14h30. 14h30, très bien. Je lui dis, le médecin va venir très rapidement. On attend dans la chambre, résultat des examens, tout ça, on attend. On attend. A few moments later. Vers 16h30, comme ça, il y a une infirmière qui vient qui dit, ah, le sang, ouais, les résultats, c'est pas mal, hein, ils sont vraiment bien. Voilà, bon, résultat d'urine, hein, bah, on aura ça début de soirée. Bon, début de soirée, bah, tout est relatif, hein, début de soirée, je sais pas quelle heure c'est, début de soirée, moi, début de soirée, c'est quelque chose vers 14h comme ça, donc tu vois, début de soirée, ok, ça marche, on attend, on attend, voilà, on attend. One eternity later. Mais le problème, c'est qu'on attend, mais que rien ne se passe, 19h. Je chope une infirmière, je dis, bon, madame, début de soirée, bon, genre, c'est pour les gens normaux, c'est genre 18h, non? Quelque chose comme ça. Donc, les gars, s'il vous plaît. Résultat au moins du test d'urine, le médecin qui vient bientôt, frère, bientôt c'est demain, ou ça se passe comment? Au bout d'un moment, éclaire-moi sur le sujet, tu vois. Elle me dit, ah non, mais le docteur, il va venir à la fin de son service. Pourquoi à la fin, frère? Pourquoi à la fin? On n'est pas des gens assez bien, il peut pas venir pendant son service, ce con. Bon, bref. Je me calme, j'attends. Là, voilà que vient le médecin. On n'a toujours pas les résultats du test d'urine, on les aura jamais, je pense, je me souviens plus, mais il me semble qu'on les a jamais eu, ces machins. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, 20h30, voilà que le médecin arrive. Nanani nana, suivez-moi, on va faire une échographie pour voir le bébé, pour voir s'il va encore bien, nanani nana. Alors le gars, il prend son appareil, tout ça, allongez-vous, déshabillez-vous, je vais regarder tout ça, faites-moi confiance. Il regarde, il dit mais il fait des bruits comme ça, frère, il fait des bruits, mais quand tu demandes ça va, il dit, je vous dirai ça à la fin. Frère, me dis pas à la fin, dis-moi tout de suite avec tes bruits qui font peur là, le gosse, il a quoi le gosse, il a quoi, dis-moi-le. Il veut pas me dire, frère, il était là, à faire des grimaces comme ça, frère, l'angoisse montée. Et à la fin, il pose son truc, il dit rien, je fais bah alors, il va bien. Il me dit c'est pas le meilleur modèle. Frère, je te parle de mon gosse, je te parle pas de ma Peugeot qui est garée devant le truc, je m'en bats les couilles que c'est pas le meilleur modèle. Est-ce qu'il va bien, je te demande? Le reste, je m'en bats les couilles. Est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est en bonne santé? C'est pas le meilleur modèle, c'est pas une réponse, frère. La Peugeot, c'est pas le meilleur modèle, mais elle va très bien, elle roule très bien. Donc c'est pas le meilleur modèle, ça veut dire quoi déjà? Hein? C'est pas un objet, c'est un gosse. Bref.
Il continue sa phrase gentiment. Il nous dit, ah, il va falloir le sortir assez rapidement, parce que là, dans les 2 heures, il va lui arriver des bricoles. Il m'a mis une pression. Frère, je me suis dit, mais ouvre de suite, sors-le, fais quelque chose, fais quelque chose. Il dit non, faut aller, on va le transférer d'urgence à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, voilà, c'est l'hôpital dans notre secteur, qui s'occupe des prématurés. On va gérer ça, ça va bien aller, vous inquiétez pas. Dans les 2 heures, paf, il est là. Ok. Bon, on se prépare psychologiquement, on est en flip, et surtout, ma femme est en flip, c'est normal. On est tous en flip. Ok, on attend l'ambulance. On attend l'ambulance gentiment, hein, gentiment. On s'énerve pas, je la rassure, alors que je suis certainement plus paniqué qu'elle encore parce que je suis quelqu'un qui stresse très rapidement. Donc voilà, on attend, on patiente gentiment dans notre petite chambre solitaire. Voilà, très bien. On attend les ambulanciers qui arrivent, avec le petit brancard et tout, alors qu'elle peut marcher, mais bref. Voilà, je lui dis, vas-y, monte sur le brancard, ils sont contents. Elle monte sur le brancard, elle s'allonge, il l'emmène dans l'ambulance. Ma caméra, elle fait des choses un petit peu étranges. Hein. Le problème, c'est que l'hôpital dont je vous parle, là, pour prématurer Marie-Madeleine, hein, il a 30 minutes de chez moi, peut-être, c'est pas très loin. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci, mais la route, je la connais pas. Moi, j'y suis allé 2 fois dans ma vie, je me souviens absolument pas de la route avec le stress, gros, je suis comme ça. Je sais même plus, je saurais même plus aller chez moi à ce moment-là. Donc je me dis, je vais suivre l'ambulance, bah les couilles, hein, je vais suivre l'ambulance, ça va bien se passer. Sauf que j'arrive dans la voiture, le pare-brise gelé. Et quand je te dis gelé, Laurent Blanc couché sur le pare-brise comme ça. Non, Laurent Blanc couché sur le pare-brise, je vois plus rien, on voit plus rien. Je me dis, si je gratte l'ambulance, bah, ça sera trop loin, je la rattraperai jamais, je sais pas où est-ce qu'ils vont partir. Donc, je rentre dans la voiture, je démarre, j'ouvre la fenêtre, Ace Ventura. Je sais pas si tu connais Ace Ventura, si tu connais pas Ace Ventura, regarde le film Ace Ventura, tu vas comprendre. Comme ça par la fenêtre, je roule, sauf que je vois que dalle, très honnêtement. Je monte sur le rond-point, je me retrouve au milieu du rond-point, je me dis, bon frère, on va pas y arriver comme ça. Oh, si je fais un accident, moi ils vont me ramener à l'hôpital, mais peut-être pas au bon, tu vois. Donc je me dis, bon, ça sert à rien, je m'arrête, je gratte. Je sors mon téléphone, je tape l'adresse de l'hôpital, je mets le GPS, je me dis voilà, pas les couilles, passe par l'autoroute, comme ça on y arrive vite. Et là je commence à taper dedans. Parce que selon ce qu'ils nous ont dit, elle va arriver là-bas, ils vont l'ouvrir tout de suite. Bonjour, hop, il est là. Tu vois, donc je me dis il faut que je tape dedans, il faut que je tape dedans comme un porc. Alors je tape dedans, et là j'arrive donc à l'autoroute, j'arrive au péage, et un autre problème se produit. Un problème qui vous est peut-être déjà arrivé à un péage. Ben, il faut payer. Bon, je regarde mon portefeuille, j'ai pas ma carte de crédit, je n'avais pas de pièces. Qu'est-ce que je trouve? Un billet de 50. Je me dis, bon, c'est pas grave, frère. Je mets le billet de 50 dedans, la barrière, elle s'ouvre, et cette connasse de machine, elle m'a rendu des billets de 20 et puis des petites pièces. Non, elle m'a rendu que des petites pièces, frère. Je sais pas, c'était jackpot, ça a fait dans la machine. J'étais en panique, j'étais comme ça, je me dis vas-y, je chope des pièces. Et en plus c'est super chiant pour prendre les pièces, là. Franchement l'autoroute c'est de la merde. Honnêtement les péages c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Bref, je mets ma main là-dedans, je fouille, je prends une poignée de pièces, je sais même pas, des centimes certainement. Je les fous dans mon portefeuille. Enfin là-dedans, j'ai laissé 40 balles au moins, minimum. Hein, minimum, tu fais le calcul. Dans ma main tient à peu près 10 pièces. Dans la machine j'ai mis 50 €, il fallait payer 70 centimes. Tu fais le calcul, j'ai laissé au moins 40 balles là-dedans, paf, et je tape dedans. Donc le gars derrière, il a le péage gratuit à vie. Hein. Ah, le gars peut se faire plaisir, peut passer là plusieurs fois dans sa vie, hein, le gars qui passe derrière moi. Bref, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave, je suis tellement pressé qu'on s'en bat un petit peu les couilles. L'argent, c'est... Hein, on s'en bat les couilles. Alors je tape dedans. Et là, il y a un truc, les gars. Les autoroutes, sérieusement, il y a un problème, c'est les routiers. Ah, j'aime bien les routiers, dans mon métier je croise beaucoup de routiers, j'en connais beaucoup, ils sont très sympas, je les aime bien, bonjour aux routiers si vous regardez cette vidéo, mais il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Tu roules à 90 km/h. Il n'y a pas de souci, c'est une autoroute, on peut doubler, tu vois. Mais c'est bien ça le problème, c'est que ton pote devant toi, il n'est pas à fond, tu vois. Il est à 85 km/h. Pourquoi, toi qui es à 90, tu dis putain, ce con, je vais le doubler? Non, ralentis de 5 km/h, frère. L'autre, il commence à doubler. Pendant un quart d'heure, j'étais derrière à attendre qu'il finisse de doubler. Frère,
Frère, fais pas ça, arrêtez de faire ça. Vous êtes con ou quoi? Ça vous sert à quoi? Pour gagner quoi? Vous gagnez que dalle. Vous faites quoi? Vous faites chacun votre tour comme ça, vous vous doublez? Non, non, stop, stop, faites pas ça. Vous êtes complètement con. Bref, ça s'est passé, je double le camion, paf, j'arrive à l'hôpital, je suis en stress, je suis en panique, je suis en panique. J'arrive devant la porte de l'hôpital fermée. Normal, frère, normal, on est en pleine nuit, l'hôpital il n'est pas ouvert comme ça. Mais sauf que moi, je savais pas qu'il y avait une sonnette, gros, j'étais là. J'étais en mode, je vais fracasser la porte, frère. Je vais fracasser la porte, j'étais en train de me chauffer. Ouais, c'est un échauffement que j'ai appris comme ça. Hop, je me mets en position, et là il y a une meuf derrière la porte, elle me fait. Je regarde, frère, la sonnette. J'appuie sur la sonnette, je dis, eh, ma femme elle est là pour césarienne d'urgence. Elle fait, ouais, je suis au courant, paf, elle ouvre la porte. Paf, je rentre là-dedans, je prends l'ascenseur. Je dis, ouais, c'est où que c'est, machin, les salles, machin, césarienne, tout ça. Elle me dit, c'est au fond, tu vas tout au fond. Tu tapes un sprint, tu défonces la porte et t'y es. En fait, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a dit, tu vas là-bas calmement, vous vous calmez, monsieur, il n'y a pas d'urgence. Je lui dis, comment ça, il n'y a pas d'urgence, frère? J'arrive là-bas, je tape un sprint quand même. Je défonce pas la porte parce que je suis quelqu'un de poli, tu vois, je rentre là-dedans. Bonjour, excusez-moi, il y a ma femme qui est venue faire une césarienne d'urgence. Elle me dit, ben bien sûr, elle est là-bas, elle est au fond. Alors je vais gentiment au fond, et là je vois ma femme posée sur un siège couché comme ça. En train de se reposer, en train de faire des tests. Je dis à l'infirmière, mais il n'y a pas urgence normalement, machin et tout. Ah non, nous de ce qu'on sait, de ce qu'ils nous ont dit au téléphone et tout, il n'y a rien d'urgent. Frère, pourquoi notre médecin il m'a dit que si dans 2 heures le bébé n'est pas sorti, il va crever? Pourquoi il me dit ça comme ça? Pourquoi? Pourquoi si c'est pas vrai? Pourquoi? Quel intérêt il a, ce petit con? Je ne citerai pas son nom, j'ai bien envie de le faire, mais c'est un con. C'est un con. Bref, on fait des petits examens, tout ça, elle a la tension vachement forte, tout ça, mais elle dit, ouais, pour l'instant, enfin vachement forte, c'était à 15 quelque chose, elle dit, ouais, c'est pas, c'est haut, mais c'est pas ouf, il n'y a rien dans votre situation qui me dit que c'est vraiment urgent. Donc on va vous mettre tout simplement dans notre service maternité, puis on va attendre de voir que ça se passe. Voilà, ça commence, chambre seule, chambre plusieurs. Je m'en bats les couilles. La caméra est en train de faire n'importe quoi, vous allez avoir une qualité de merde, ce n'est absolument pas de ma faute. Bref, je m'en bats les couilles. On va donc dans une chambre seule, de nouveau, voilà, on est au calme, posé. Paf, la femme, elle me dit, ouais, c'est à rien que vous restiez là, rentrez, calmez-vous, laissez votre femme ici, elle va bien se reposer, et vous reposez chez vous. Ok, je me dis, ouais, tout ça, je dis à ma femme, je reviens demain, t'inquiète pas, première heure, je suis là, tout ça, je rentre à la maison parce qu'il faut que je m'occupe des chiens et tout, donc je rentre. Voilà, je rentre, une soirée normale à la maison, hein, voilà. Le lendemain, donc, je retourne à l'hôpital, une journée normale, ma femme elle me raconte qu'elle s'est fait ausculter de nouveau, machin, truc, tu sais, pour voir le bébé, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, hein, le machin, tu connais. Elle regarde le bébé, tout ça, elle fait, ouais, comment c'était, l'échographie à Saint-Avold, machin. Ma femme, elle dit, bah, c'était de la merde, elle nous a dit que le bébé il allait mourir dans 2 heures et tout, il nous a mis la pression pour rien et tout. Et là, la gynéco, elle fait, ah, bah, je dois rattraper les erreurs de mon mari alors. C'était la femme du médecin de l'autre hôpital. Bref, ma femme s'est sortie toute gênée, forcément. Mais bref, ça c'est une anecdote comme ça, voilà. Bref, elle n'était pas très contente qu'elle ait critiqué son mari. Voilà. Ah, voilà, on passe les détails. Le lendemain, encore retest et tout. Et tout le monde nous dit, ouais, ça va, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, tout va bien, tout va bien. Je me dis, frère, tout va bien alors. Je demande à l'infirmière, tout va bien, vous êtes sûr, pas de césarienne alors. Elle me fait, non, non, vous inquiétez pas, pas de césarienne, ni aujourd'hui, ni demain. Mais frère, mais le nombre de conneries que j'ai entendues dans ce moment-là, parce que retenez bien ça, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que tu vois, tous les jours, là, les jours où elle était à l'hôpital, ma femme, j'allais là-bas vers 8-7 heures du matin, tu vois, super tôt pour être avec elle tout le temps, pour la soutenir moralement, parce que voilà, c'est chaud quand même. Elle a quand même eu beaucoup de choses, on a dit que son bébé allait mourir, qu'elle aussi, c'était risqué pour elle et tout. Donc tu vois, elle était pas bien, puis voilà, donc je venais super tôt pour la soutenir, puis ça me faisait super plaisir d'être avec elle aussi. Bref, ça c'est pas l'important. Et le jour d'après, justement, quand elle a dit ça, ma femme, elle dit, bon, bah, tu vois, il y a plus grand-chose qui peut se passer, de toute façon. Donc, reste à la maison, dors un peu plus longtemps. Je me dis, ouais, ok, je mets le réveil vers 10h, 11h, tu vois, et puis comme ça, il n'y a pas de souci, je viens te voir, et puis avec un peu de chance, je te récupère, on rentre à la maison. Donc, il n'y a pas de souci. Je rentre chez moi, je me mets dans mon lit, je dors. Sauf que dans le doute, dans la crainte, tu vois, j'ai quand même mis le son sur mon téléphone. Je me dis comme ça, si elle m'appelle ou quoi, s'il y a quelque chose, je suis au courant.
Grand bien m'en a pris. 8h30 du mat, comme ça, mon téléphone qui vibre. Bon, super réveillé, forcément. Hmm, Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, je regarde. Et là, il y a écrit, mot pour mot, bébé, viens vite, il va y avoir une césarienne d'urgence dans la journée. Mais tu vois, mon cerveau, il n'a pas capté tout de suite. J'ai refermé le téléphone, je l'ai verrouillé, je le pose sur la table de chevet, je me retourne, je referme mes yeux, et là, mes yeux, ils ont fait Nani? J'ai repris le téléphone, je regarde, j'ai écrit bébé, bouge pas, j'arrive. J'ai fusé, mais comme jamais dans ma vie, j'ai fusé à la voiture, et là, je regarde de nouveau mon téléphone, et là, un message. Finalement, ça risque d'être dans l'heure. Frère, je sais pas comment je suis arrivé à l'hôpital. Hein, pas du tout. Alors là, transposition instantanée, là, Sangoku, pouf, je suis arrivé à l'hôpital. J'ai foncé, je suis resté avec elle, il y a un gars qui est venu pour la préparer et tout. Au final, elle est partie au bloc, il devait être, je sais même pas, midi, quelque chose comme ça. J'ai plus de notion, vraiment, j'ai plus aucune notion. J'étais vraiment mal, j'étais super mal, mais n'empêche, le nombre de conneries qu'ils nous ont racontées, c'est pas demain, non, il n'y a pas de risque. Enfin, bref, l'important c'est que voilà, ils ont fait leur boulot. Ils la ramènent à la césarienne, j'étais en panique, mais vraiment en panique, j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'ai appelé ma mère et tout, j'étais ah non, mais imagine il arrive quelque chose, nani. Et voilà, j'étais là, assis devant la salle, parce que j'avais pas le droit d'aller dedans, vu que c'était une césarienne d'urgence, ils voulaient pas que je rentre dans la salle où il y avait la césarienne, ils voulaient pas que je vienne avec elle, et ça me mettait encore plus mal, tu vois, donc j'étais devant la porte, comme ça, à attendre, à prier, je vais dire. J'ai cru en Dieu ce jour-là. Je me suis mis à prier. Et là, il y a mes beaux-parents qui sont débarqués, ils étaient super gentils, hein, comme d'habitude, ils avaient acheté des vêtements pour prématurés et tout, ils me disaient t'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer et tout, alors qu'ils étaient eux-mêmes en panique, tu vois, là, sa mère, elle pleurait, son père, il faisait genre zen, mais ça se voyait qu'il était en stress, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment super angoissant, super angoissant. On attend, et là, il y a le gars qu'on a vu avant, qui a préparé Stéphanie et tout, qui sort, avec les mains comme ça, les gants, le masque et tout, il nous regarde comme ça, il fait 13h14. Me dit, frère, il y a une horloge là en haut, je m'en bats les couilles de l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu me veux? 13h14, c'est bien beau. C'est bien 13h14, est-ce qu'elle va bien? Il me dit, ah bah oui, 13h14, c'est l'heure de naissance, tout le monde va bien. Et là, frère, la tension, elle est redescendue comme jamais. Comme jamais. J'étais tout heureux, j'ai appelé tout le monde, ma grand-mère, ma mère. J'ai dit, ah, tout le monde va bien, il va bien, tes arrière-grand-mère, tes grands-mères, nanani. Ah, j'étais super content, tout le monde va bien, machin et tout, j'étais soulagé. Là, la porte qui s'ouvre, je vois mon fils qui sort dans une couveuse, forcément parce qu'il est né à 7 mois et demi du coup. Né à 7 mois et demi et ouais. Donc voilà, sorti en couveuse et je le vois les yeux grands ouverts et tout qui me regarde. Là, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai chialé comme un bébé. J'étais super heureux de le voir, j'étais super heureux. J'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir voir ma femme tout de suite et là il me dit ouais, si vous voulez, vous pouvez aller en néonat pour voir votre enfant et on vous prévient dès que votre femme revient dans la chambre. Je dis ok, je fais ça. Mais je dis à mes parents, je sais qu'ils vont mettre 15 ans à me prévenir. Donc dès qu'à la seconde où il est dans la chambre, vous faites sonner mon téléphone et j'arrive. Donc là, je suis descendu, c'était un moment épique, quoi, je sais pas. Ils ont ouvert deux petites portes là dans la couveuse pour que je puisse passer mes mains, pour le caresser un petit peu et tout. J'étais super heureux, franchement, j'étais super heureux à ce moment-là. C'était émouvant de ouf. Là, ma belle-mère qui m'appelle, ta femme est montée, c'est bon, tu peux aller venir. Je suis remonté dans la chambre, j'ai fait des gros bisous et tout, j'étais super content. Elle était un petit peu dans le gaz, mais c'est pas grave. Ça fait qu'on avait un petit peu l'impression qu'elle s'en battait les couilles en fait. Elle était en mode ouais. Mais voilà, je sais qu'elle était super contente aussi. Voilà, donc après, voilà. Ça, c'était le super beau moment. C'est que tout le monde allait bien, tout s'est bien passé, et là on était super. Mais l'enfant était en néonate, donc c'est un service, souvent les bébés qui sont prématurés, ou bien ceux qui ont des problèmes à la naissance, qui ont du mal à respirer ou quoi, ils le mettent en néonate, donc dans des couveuses ou quoi, ou même juste sous surveillance, c'est un endroit un peu plus surveillé pour les bébés. Et voilà, donc il devait rester là pendant un certain temps. Mais le jour même, forcément, ma femme a voulu aller le voir, donc on lui met petite chaise roulante, je la ramène, mode rallye, tu vois. Sauf qu'elle était vraiment pas bien, elle était vraiment dans le gaz, mais Stone de chez Stone. Elle s'est gerbée dessus. Moment épique aussi. Donc on est retourné dans sa chambre, elle a eu le temps de voir quelques secondes, pas plus. On est retourné dans la chambre. Puis voilà, donc
La journée là était terminée. Ils nous ont quand même dit que le bébé était super bien. Ils nous ont dit il arrive à vivre seul. Donc moi je me suis dit ah bah super, on va lui prendre un appart, un boulot, puis on sera réglé, tu vois. Non, ça voulait juste dire qu'il arrive à respirer tout seul, qu'il n'avait pas besoin de 15 000 machines et tout. Donc ça c'était vraiment super cool. Il taisait déjà le biberon. Donc voilà, tout était nickel, tout était vraiment parfait, tout était au poil. Mais à Nonade, voilà, c'est quand même une épreuve. Parce que bah, Stéphanie, au bout de quelques jours, elle a le droit de sortir, tu vois. Pour 4-5 jours, j'allais la voir tous les jours, tu vois, mais au bout d'un moment, elle a le droit de sortir de l'hôpital, c'est normal. Sauf que le bébé, lui, doit rester là-bas, et ça, c'est vraiment super, super chaud, en fait, parce que bah, tu continues à aller le voir tous les jours, mais tous les soirs, tu dois le laisser. Enfin, tu peux rester tout le temps si tu veux, hein, c'est ouvert 24 sur 24 pour les parents, 7 jours sur 7, mais enfin voilà, t'as une vie à côté, donc t'es obligé de rentrer, faire tes trucs. Et bah, c'est super, super compliqué. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas. Il y a plein d'enfants prématurés, donc plein de parents qui ont connu ça. Mais franchement, la néonate, c'est vraiment quelque chose de super dur. Puis même se lever le matin pour se dire on va aller là-bas, le regarder dormir en fait, puis on va rien faire d'autre. On n'a pas trop le droit de le porter, surtout au début, ça c'était vrai. Après, on avait le droit de le porter quand même, mais au tout début, on n'avait pas trop le droit de le porter et tout. Puis t'as l'impression qu'il sortira jamais en fait, parce qu'ils disent ouais, pour sortir, il faut qu'il prenne bien du poids, qu'il tète tout seul. Donc t'attends, là il tète tout seul, tu dis bah voilà, il peut rentrer, non, il gère pas encore bien sa température, il faut attendre qu'il gère bien sa température. Tu dis ah bah voilà, t'attends quelques temps, hop, il gère bien sa température, ils disent ouais mais là il fait une petite pause, il tète plus trop le biberon, donc on est obligé de le laisser sous sonde, donc il peut pas rentrer maintenant, tu vois, c'est un truc, tu te dis mais ouais, il sortira jamais, c'est un truc de malade. Mais voilà, mais après, en néonat, il y a quand même eu des moments épiques, genre les changements de couche. Les changements de couche, c'est génial, parce que les premiers jours, quand il fait caca, j'avais peur de changer les couches. Les premiers jours, j'ai ouvert les couches, il y a une merde. C'est pas une merde comme nous, en fait, qui fait le bébé. Non, c'est Venom, le bordel. C'est noir, ça a pas d'odeur, limite ça bouge un peu comme ça. Donc c'est vraiment, c'est chelou, les premiers caca de bébé. Je sais pas, ça a pas d'odeur. Donc, du coup, ça m'a pas trop dégoûté de le changer, tu vois, c'est une tache de pétrole, là, dans le fond. Je me suis dit, je vais mettre ça dans le réservoir de la voiture, on va faire des kilomètres, hein, y a pas de souci. Non, mais voilà. Donc là, j'étais en mode, oh, bah, finalement, changer les couches, je vais le faire tous les jours. Puis un jour, frère, j'ai ouvert la couche. Frère, il avait de la merde, mais jusque-là. Tu vois, le gars, il avait pris un bain de merde. Il avait pris un bain de merde comme ça. Hop là, t'as pas ma merde. Frère, mais ça, et là, c'était de la vraie merde. Là, c'était plus la merde noire, là, c'était la vraie merde. J'ai fait, maman, chérie, viens voir. Viens voir. Là, ton fils, il a envie que tu le changes. Et je me suis barré, tout simplement. Parce que vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Et encore aujourd'hui, il nous fait des cacas comme ça. Mais ça, c'est horrible. Enfin bref, voilà, maternité néonate, donc. Sinon, ça s'est bien passé hein, dans l'ensemble en néonate. Donc là, venu le jour de la sortie. Donc on rentre à la maison. Maintenant, il a plus d'un mois. Voilà, donc plus d'un mois. Donc il est à la maison depuis 2-3 semaines. Il va super bien, super, super bien. Donc voilà, ceux qui ont des enfants en néonate, ne désespérez pas. Ils sortent un jour, ils sortent un jour. Ils sortent en bonne santé. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, et faites surtout ce qu'ils vous disent là-bas. Perdez pas patience. Restez patient et tout va bien se passer. Enfin voilà, donc maintenant il est à la maison, on a beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, on entend chialer dans certaines vidéos, on dort beaucoup moins, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand il est là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, il faut s'en occuper, il faut faire le biberon, il mange un biberon toutes les 3 heures, même la nuit, frère. Même la nuit, qui sait? Frère, moi, est-ce que moi, toutes les 3 heures, je vais au frigo pour prendre un sandwich? Oui, ça m'arrive. Mais voilà, quoi. Hein? Un petit peu de décence. Non, sérieux, c'est super bien. Il boit du lait pour prématuré qui coûte 15 € la boîte et la boîte dure 3 jours. C'est un plaisir. Mais l'important, c'est qu'il est en bonne santé. Donc on est vraiment super, 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 super content. Je voulais vous partager un petit peu tout ça parce que je trouvais que l'histoire était assez ouf. Je voulais surtout dire aux parents dont l'enfant est en néonate de ne pas perdre patience. C'est super long, c'est super chiant, mais quand il rentre, ça vaut le coup, même si quand il est à la maison, des fois, c'est super long, c'est super chiant. Des fois, tu as envie un petit peu, tu sais, tu as envie de dire, bon bah frère, non, je m'occupe pas de toi pendant des heures, mais tu peux pas, tu peux pas. Donc tu t'en occupes. Mais au final, c'est un plaisir. Donc voilà, je voulais juste vraiment vous partager ça. J'espère vous avoir raconté ça de manière assez intéressante. Voilà, c'est pas mon habitude de faire ce genre de vidéo, donc je suis pas forcément super à l'aise, vous l'avez peut-être vu. Donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai raconté les grandes lignes. Et voilà, je vous l'ai présenté. Donc voilà, normalement dans les vidéos, il n'y a pas de raison qu'il apparaisse. À part quand il aura l'âge de faire le choix
d'apparaître dans la vidéo. S'il me dit papa, je veux être dans une vidéo, il apparaîtra peut-être brièvement, mais c'est pas une chaîne Néo One, c'est pas Studio Bubble Tea, frère, on n'est pas là pour faire des sous sur les gosses. Hein, il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est clair, net et précis qu'il n'est pas là pour ça. Moi, je voulais juste vous partager ça parce que c'était quelque chose d'important. Et voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde.